Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Diava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits, conseils, coaching et médiation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, pourquoi forcer la discussion peut détruire vos chances de résolution? Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière un réflexe que presque tout le monde a et qui, dans certains conflits, aggrave activement la situation. Nous allons voir ce qui se passe réellement dans votre cerveau et dans votre relation quand vous forcez une confrontation au mauvais moment. Et je vous donnerai, à la fin, une approche concrète qui permet de résoudre des conflits que tout le monde croyait sans issue, y compris des négociations diplomatiques au plus haut niveau. Et je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. C'est la médiation navette. Alors, si vous êtes dans un conflit bloqué, si vous avez déjà essayé de vous parler et que ça a empiré les choses, ou si vous sentez que chaque tentative de discussion vous éloigne un peu plus d'une résolution, ou si réellement il vous est impossible de vous retrouver face à l'autre partie, eh bien écoutez jusqu'au bout. Ce que nous allons explorer ensemble pourrait changer radicalement votre façon d'aborder votre situation et vous donnerait peut-être la possibilité d'entrevoir une solution. C'est parti. Alors quelque chose qu'on entend partout, dans les livres de développement personnel, dans les cabinets RH, dans les conseils des amis bien intentionnés, dans les familles, dans les entreprises. Il faut se parler. Asseyez-vous autour d'une table. Mettez vos problèmes à plat. Dites-vous franchement les choses. La communication, c'est la clé. Et vous l'avez peut-être fait. Vous avez organisé cette réunion, vous vous êtes préparé, vous avez pris sur vous, vous vous étiez dit « cette fois, on va avancer ». Et en 2 minutes, parfois moins, la conversation a dérapé. Des mots ont été dits. Des postures se sont fermées. L'un ou l'autre est sorti de ses gonds. Et vous êtes reparti avec plus de dégâts qu'avant. Même quand vous imaginez vous retrouver face à l'autre partie, cela est impossible. Vous vous sentez complètement bloqué. Et vous vous reconnaissez dans cette scène? Si oui, voici ce que nous pensons chez Resolveco et nous le disons avec conviction. Le problème n'est pas que vous ayez mal communiqué. Le problème n'est pas que vous manquiez de bonne volonté. Le problème n'est pas que votre conflit soit sans solution. Le problème, c'est que vous avez utilisé un bon outil, la discussion, mais au mauvais moment, ou alors dans le mauvais format. Et dans certains conflits, forcer cette discussion directe ne fait pas qu'échouer. Elle détruit activement vos chances de résolution. S'il vous est absolument impossible de vous retrouver dans la même pièce que l'autre, s'il vous est absolument impossible d'envisager de le croiser en ville ou ailleurs, eh bien, en fait, écoutez jusqu'au bout, car nous allons démêler ça ensemble aujourd'hui. On va d'abord voir pourquoi le réflexe de forcer la discussion est si ancré et pourquoi il est si dangereux dans certains conflits. Puis on va aller au cœur du mécanisme, ce qui se passe concrètement dans votre cerveau et dans votre relation quand vous franchissez ce seuil. Et ensuite on va voir une approche qui retourne en fait la logique et qui produit des résultats là où la confrontation directe a échoué. C'est la médiation navette. Allons-y. Alors, pourquoi avons-nous tous ce réflexe de forcer la discussion? Eh bien, pour comprendre, il faut comprendre d'où ça vient. Nous avons tous été éduqués dans l'idée que le dialogue est la solution universelle au conflit. Ce n'est pas faux en soi. Mais dans beaucoup de situations, c'est même vrai. Quand le conflit est récent, quand la tension est encore gérable, quand les deux parties sont dans un état émotionnel qui permet l'écoute, quand il n'y a pas trop d'historique ou trop de blessures accumulées. Dans ces cas-là, oui, la discussion directe fonctionne. Mais voilà le problème. Nous appliquons ce principe universel à des situations qui ne sont plus universelles.
Nous forçons la discussion directe dans des conflits qui ont atteint un niveau d'intensité où ce format ne peut plus produire ce qu'il promet. Et nous persistons, parce que renoncer à la discussion directe, ça ressemble à capituler, ça ressemble à fuir, ça ressemble à admettre que c'est sans issue. Cela vient du concept qu'on devrait être en mesure de parler à tout le monde, mais c'est faux. Alors, on est souvent dans le même mécanisme. On va replanifier une réunion, on se dit « Allez, cette fois, je vais rester calme ». On espère que l'autre sera différent. Et on obtient le même résultat. Parce qu'on n'a pas changé le format. On a changé les intentions, mais pas l'outil. Alors vous me direz, il existe le procès. Oui, mais dans le procès, il y a toujours la problématique du juge. Alors, le juge en soi, c'est une bonne chose, à condition que ce dont on doit discuter est écrit dans la loi. Et puis, il faut avoir le temps, des années. Il faut avoir les moyens, bien souvent des milliers d'euros. Et puis, les intentions ne sont pas les mêmes du tout que dans une procédure où on trouve important d'abord de traiter tous les sujets et pas seulement ceux qui sont écrits dans les codes, et puis surtout où on a une intention de trouver une solution finalement qui convienne aux deux parties, sans se faire imposer en fait la solution. Alors, on va voir dans le cerveau qu'est-ce qu'il se passe en fait quand on veut forcer une confrontation. Le chercheur John Gottman, c'est l'un des grands spécialistes mondiaux des dynamiques relationnelles en conflit, a mis en évidence un phénomène qu'il appelle le flooding émotionnel. En français, c'est le débordement. Voilà ce qui se passe. Quand vous entrez en présence d'une personne avec qui vous êtes en conflit intense, votre cerveau émotionnel, l'amygdale, scanne l'environnement à une vitesse que vous ne contrôlez pas consciemment. Il reconnaît les signaux de danger, le ton de voix, la posture, le regard, un mot particulier, un silence chargé. Et en quelques secondes, parfois moins, il déclenche l'alarme. Votre rythme cardiaque monte au-dessus de 100 battements par minute. Le cortisol et l'adrénaline inondent votre corps. Votre champ de vision se rétrécit, littéralement. Votre accès à la pensée nuancée se ferme. Et votre cortex préfrontal, la partie de votre cerveau qui permet la réflexion, la nuance, l'écoute, la résolution de problèmes, se déconnecte. Vous n'êtes plus en mode négociation. Vous êtes en mode survie. Vous savez, un peu comme quand on revit un traumatisme. Combat, fuite, figement. Et voici ce qui est crucial de comprendre. Dans cet état, vous ne pouvez pas négocier correctement. Vous ne pouvez pas écouter vraiment. Vous ne pouvez pas formuler ce que vous voulez vraiment dire. Vous ne pouvez pas entendre ce que l'autre essaie de vous dire. Pas parce que vous manquez de bonne volonté, parce que votre biologie vous en empêche. Et l'autre est bien souvent dans le même état. Deux personnes en flooding face à face, vous voyez ce que ça donne ? Et je suis sûre que vous avez déjà vécu cette situation. Quand vous êtes énormément stressé, bien souvent, il vous est même impossible de parler, voire même de comprendre ce que l'autre vous demande. Et alors, en fait, dans le face-à-face, ce n'est plus une conversation, c'est une collision. Mais le flooding n'est que la première couche du problème. Parce que forcer la discussion en conflit intense ne fait pas seulement échouer la conversation, elle produit des dégâts supplémentaires. En fait, quand vous forcez une confrontation au mauvais moment, le premier dommage, c'est que les positions se durcissent. En présence de l'autre, chacun défend son récit. Pas parce qu'il croit que c'est la bonne stratégie, mais parce que l'instinct de protection prend le dessus. On ne peut pas faire de concessions devant quelqu'un qu'on perçoit comme un adversaire. On ne peut pas montrer une nuance qu'il pourrait utiliser contre vous. Alors on se rigidifie, et l'autre fait pareil. Et après les réunions, les deux positions sont plus dures qu'avant. Le deuxième dommage, c'est que de nouvelles blessures s'ajoutent aux anciennes. Dans cet état de flooding, les gens disent des choses qu'ils ne diraient pas autrement. Des accusations, des généralisations,
des mots qui touchent là où ça fait mal. Tu as toujours été comme ça. C'est exactement pour ça que je ne peux pas te faire confiance. Tu n'as jamais vraiment respecté ce qu'on avait construit. Ces mots restent. Ils s'ajoutent à l'historique. Et la prochaine tentative de discussion commence avec ce poids supplémentaire. Le troisième dommage, et c'est peut-être le plus grave, le capital de confiance résiduel disparaît complètement. Tout conflit, même avancé, préserve généralement un petit espace de confiance résiduelle, un fond de bonne volonté, une croyance que l'autre n'est pas fondamentalement mauvais. Quand vous forcez trop de confrontations qui échouent, cet espace se rétrécit, jusqu'à disparaître complètement. Et à partir de là, la résolution devient objectivement beaucoup plus difficile. Vous comprenez maintenant pourquoi nous disons que forcer la discussion peut détruire vos chances de résolution ? Ce n'est pas une métaphore. C'est un mécanisme concret, documenté, que nous observons régulièrement dans les conflits et bien sûr dans des conflits qui auraient pu se résoudre si on avait changé de format d'interaction plus tôt. Si vous voulez en savoir plus, retournez au début de ce podcast. Certains épisodes expliquent cette escalade en fait dans le conflit. Alors, dans la vraie vie, laissez-moi vous raconter un cas que vous reconnaîtrez peut-être. 2 associés, une entreprise fondée ensemble il y a 8 ans. Une vraie histoire commune, des réussites, des sacrifices partagés, une vision construite ensemble. Et puis progressivement, quelque chose s'est fissuré. Des désaccords stratégiques d'abord, puis des questions de reconnaissance, puis des reproches sur la charge de travail, puis des silences, puis des tensions de plus en plus présentes. Ils ont essayé de se parler plusieurs fois. La première fois, ça a mal tourné, mais pas désastreux. Des reproches, une tension, mais une volonté partagée de s'en sortir. La deuxième fois, c'était plus difficile. Les positions s'étaient durcies, des choses avaient été dites. La troisième tentative, une réunion formelle avec un ordre du jour précis qui a explosé en 20 minutes. L'un a claqué la porte, l'autre a envoyé un mail à son avocat le soir même. Et voilà ce qui est tragique dans cette histoire. Après chaque tentative échouée, chacun des 2 associés pensait que le problème, c'était l'autre. S'il avait voulu vraiment résoudre, ça n'aurait pas dégénéré comme ça. Mais ce qu'aucun des 2 ne voyait, c'est que le problème n'était pas la mauvaise volonté de l'autre, c'était le format. La confrontation directe, dans cet état de conflit avancé, ne pouvait plus produire autre chose que de la réactivité. Alors, vous pourrez me dire, ok, c'est la situation dans laquelle une médiation classique peut être envisagée. Nous y reviendrons plus tard. Alors oui, quand la confrontation directe est devenue un déclencheur et non plus un outil, il faut changer le format. Pas abandonner la résolution, pas fuir, pas accepter que le conflit dure indéfiniment, ni tout de suite penser à la solution, le procès. En fait, on peut changer le format, et c'est exactement ce que fait la médiation navette. Alors, la médiation navette, eh bien, dans les pratiques internationales, c'est très souvent utilisé. Récemment, dans la guerre avec l'Iran, les négociations avec les Américains et les Iraniens se sont produits avec une médiation navette. Alors c'est un format de médiation dans lequel les 2 parties ne se trouvent jamais en présence directe l'une de l'autre. Alors, cette médiation, bien évidemment, il faut qu'un terrain suffisant ait été préparé, c'est-à-dire que le médiateur rencontre chaque partie séparément, dans des espaces distincts. Il fait la navette entre les différentes parties. Il transporte les messages, les propositions, les nuances. Mais surtout, et c'est là que réside toute la puissance de cet outil, il permet de traduire, d'aller plus loin dans la clarification des explications, dans une meilleure compréhension. En fait, il ne fait pas seulement que retraduire les mots. Il va aller chercher les besoins derrière les mots, les peurs derrière les positions, les blessures derrière les accusations.
Et progressivement, le médiateur construit un espace de convergence que la confrontation directe n'aurait jamais pu créer dans cet état de tension. Alors, c'est pas un outil nouveau, puisque cette pratique remonte à plus de 2000 ans dans la tradition confucéenne, où des médiateurs communautaires rencontraient les parties individuellement avant toute rencontre directe. Alors, pour illustrer la puissance de cet outil, je peux aussi citer quelque chose que vous connaissez. C'est les accords de Camp David en 1978. Jimmy Carter, nouvellement élu, a pris un pari extraordinaire. Il a invité le président de l'Égypte, Sadat, et Menahem Begin, le premier ministre d'Israël, dans la résidence présidentielle de Camp David pour tenter d'obtenir un accord de paix au Moyen-Orient. Le premier jour, les deux hommes se sont retrouvés en face à face. Ça a rapidement dégénéré. Begin et Sadat, comme Carter le notera, n'avaient aucune compatibilité. Chaque rencontre directe amplifiait les tensions plutôt que de les réduire. Et là, Carter a pris une décision radicale. À partir du 3e jour, il a arrêté les sessions conjointes et pendant les 10 jours suivants, sur 13 au total, il a conduit la négociation exclusivement en entretiens séparés. Et il a fait la navette entre Begin et Sadat. Il écoute chacun, il reformule, il transporte des signaux, des ouvertures, des nuances, il a testé des formulations. Et tout cela avec beaucoup de brouillons successifs, mais sans jamais confronter les deux hommes directement. Et au bout de 13 jours, il est sorti avec un accord de paix. Le premier accord de paix entre Israël et un pays arabe. Pas en forçant la confrontation, en la remplaçant par un format qui permettait à chacun de penser, de nuancer, d'explorer des concessions qu'il n'aurait jamais pu faire en public face à l'autre. Voilà ce que la médiation navette peut produire. Alors pourquoi la médiation navette offre un autre chemin? Pourquoi est-ce que ça marche? Quel est le mécanisme précis? Premier mécanisme, la médiation navette désactive le flooding. Puisque vous n'êtes pas en présence de l'autre, votre système nerveux reste dans un état où vous pouvez penser, réfléchir, nuancer, entendre. Votre cortex préfrontal reste en ligne. Et quand on peut réfléchir, on négocie infiniment mieux. C'est aussi simple que ça. Et c'est profondément contre-intuitif par rapport à la croyance dominante qui dit qu'il faut se retrouver face à face pour résoudre. Le deuxième mécanisme, c'est que la médiation navette, elle permet des concessions sans perte de face. C'est l'un des points les plus puissants et les moins connus. En privé, avec le médiateur, vous pouvez explorer des positions que vous n'auriez jamais pu formuler en présence de l'autre. En médiation navette, bien sûr. Alors, je pourrais accepter ça, si l'autre fait un geste sur ce point. Je suis prêt à renoncer à ça. Mais je ne peux pas le dire devant lui. Ces micro-concessions conditionnelles, le médiateur les recueille des deux côtés. Il les travaille avec chacune des parties, en toute confidentialité avec chacune des parties. Puis, si vous êtes d'accord, ensuite, il les assemble. Comme un puzzle, donc chaque pièce n'existe que dans la confidentialité de chaque entretien séparé. Les chercheurs en négociation appellent ça la traduction bruitée. Le médiateur transmet des signaux, des orientations, des ouvertures, sans trahir les confidences. Et cela suffit à créer la dynamique de convergence que la confrontation directe avait rendue impossible. Troisième mécanisme, la médiation navette rééquilibre les rapports de force. Je dirais encore mieux qu'une médiation classique, parce qu'en médiation classique, bien souvent on va se retrouver avec la problématique du flooding. Bien souvent, les parties ne sont pas pleinement libres d'évoquer certaines positions possibles et des micro-concessions faisables. Voilà, bien qu'il y ait une possibilité de certaines apartés, mais néanmoins le mécanisme n'est pas aussi fluide que tel qu'il est prévu par la médiation navette. Et puis, je dirais que les rapports de force sont plus équilibrés avec la médiation navette parce que, en l'absence de l'autre, la partie en position de vulnérabilité peut s'exprimer vraiment librement. Elle peut dire ce qu'elle n'aurait jamais pu dire en face à face. Elle peut formuler des besoins qu'elle aurait minimisés sous la pression.
Elle peut nommer ce qui est vraiment en jeu, sans craindre que ça soit retourné contre elle. Et le médiateur s'assure que cette expression est entendue, traduite, transmise, sans être écrasée. Et réellement, tous les non-dits ont ainsi la possibilité d'être exprimés. Car bien souvent, les non-dits, même en médiation, ce sont eux qui peuvent réactiver une situation de tension. Le 4e mécanisme pour la médiation navette, c'est qu'elle permet à chacun de s'entendre penser. Et c'est quelque chose que nous observons dans les accompagnements en format navette. Dans l'espace séparé, sans la présence de l'autre et sans la pression du face-à-face, les personnes formulent souvent des choses qu'elles n'avaient jamais mises en mots, même pour elles-mêmes. En fait, ce qui me blesse vraiment dans cette situation, c'est ce que je voudrais obtenir au fond, c'est si je suis honnête avec moi-même, ce que j'ai peur de perdre, c'est et ce travail de clarification, car soutenu par le médiateur, que la confrontation directe empêche parce qu'on est trop occupé à se défendre et surtout dans des situations de tension intense, trop occupé à se protéger, ce travail de clarification, c'est le début de tout. Alors, vous vous souvenez des 2 associés dont on parlait ? Après la 3e tentative désastreuse, ils ont accepté d'essayer autre chose. La médiation navette. Dans les premiers entretiens séparés, quelque chose s'est passé que 3 réunions directes n'avaient pas pu produire. L'un a dit pour la première fois qu'il se sentait effacé, que 8 ans de travail étaient réduits à néant dans la façon dont l'autre lui parlait. Ce n'était pas seulement une dispute sur l'entreprise, c'était une blessure sur sa valeur en tant qu'homme, et que c'était très important pour lui. Il n'aurait jamais pu dire ça en présence de l'autre, trop exposé, trop vulnérable. L'autre, de son côté, a avoué quelque chose qu'il masquait derrière l'agressivité. Une peur profonde que la séparation soit perçue comme un échec. Pas pour l'entreprise, pour lui. Alors, bien évidemment, ces 2 aveux, le médiateur ne les a pas transmis tels quels. Le médiateur, en médiation navette, vérifie toujours, avec chacune des parties, ce qu'elle veut transmettre à l'autre. Et travaille avec la partie comment elle veut que ce soit transmis à l'autre. Le médiateur, en fait, se sert vraiment de ce que les personnes vont clarifier, vont même expliciter. Il va s'en servir, le médiateur, pour reformuler, pour ouvrir des portes que les positions rigides avaient fermées. Et progressivement, un accord a pu être construit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était une séparation digne. Ça n'a pas été la réconciliation. Mais on a pu obtenir un accord qui respectait ce que chacun avait apporté, qui reconnaissait les 8 ans, qui permettait à l'entreprise de continuer sous une forme différente, sans destruction mutuelle, et qui permettait, surtout, à chaque partie d'avoir été complètement entendue. Et ça, selon nous, c'est exactement ce que la médiation navette peut produire. C'est pas de la magie. C'est pas une solution en 2 heures, mais un espace dans lequel ce qui était vraiment bloqué peut enfin se débloquer. Alors, voilà les situations où nous pensons que la médiation navette est non seulement utile, mais nécessaire. C'est quand les tentatives de discussion directe ont déjà échoué plusieurs fois et ont laissé plus de dégâts qu'elles n'ont avancé les choses. C'est quand votre corps réagit fortement à la simple perspective d'être en présence de l'autre. Gorge serrée, agitation, incapacité à penser clairement, même en imaginant juste être en présence de l'autre. C'est le signe que le flooding s'active, avant même que la conversation commence. Autre situation où la médiation navette est appropriée, quand il y a un déséquilibre de pouvoir significatif. En fait, que vous soyez dans la position haute ou dans la position basse, ce déséquilibre rend la confrontation directe peu équitable pour l'une des parties. Quand les enjeux sont élevés, une entreprise, un héritage, une relation professionnelle longue, et qu'une erreur dans la façon d'aborder la résolution pourrait tout fermer définitivement. Autre situation encore, quand des choses graves ont été dites ou faites,
des accusations, des comportements quelquefois proches du harcèlement, des ruptures de confiance profondes qui rendent la discussion directe, émotionnellement ou psychologiquement risquée. Parfois, la médiation navette n'est pas un format définitif, c'est un format de transition. On travaille chaque partie séparément, on reconstruit un espace de confiance minimal, on prépare le terrain, et quand ce terrain est suffisamment solide, on peut envisager une rencontre directe pour finaliser et formaliser l'accord. Donc en fait, on peut très bien commencer en médiation navette et on termine avec une réunion où on est en médiation classique avec une réunion plénière. La navette est tout à fait possible au début et puis ensuite on passe à une médiation classique. L'inverse est également possible, c'est-à-dire que on peut tenter la médiation classique et puis, en raison de points de blocage, comme les accords de Camp David, on peut choisir de basculer en médiation navette, à condition bien évidemment que le médiateur que vous avez choisi pratique aussi cette médiation navette. La navette ne remplace pas nécessairement toute confrontation directe. Elle prépare les conditions pour que cette confrontation, quand elle a lieu, soit enfin productive. Dans certains cas, il n'y a pas de réunion avec les deux parties. Alors, un exercice que je vous propose simple mais exigeant en honnêteté. Posez-vous ces 3 questions, seul, dans le calme. Première question, quand j'essaie de parler directement à cette personne avec laquelle vous êtes en conflit, est-ce que la conversation produit quelque chose d'utile ou est-ce qu'elle produit principalement de la réactivité, des blessures supplémentaires, un durcissement des positions ou une angoisse profonde? Pas ce que vous espériez qu'elle produise, mais ce qu'elle a réellement produit à chaque fois. Deuxième question. Y a-t-il des choses que je n'ai jamais pu dire à cette personne? Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que sa présence m'empêchait de les formuler correctement. Si oui, ces choses-là sont importantes. Et elles méritent un espace où elles peuvent être enfin dites. Mais peut-être pas en face à face. Troisième question, depuis combien de tentatives de discussion directe est-ce que la situation s'est dégradée plutôt qu'améliorée? Si la réponse est 2, 3, 4 fois ou plus, c'est le signal le plus clair qu'on puisse avoir. Continuer dans le même format en espérant un résultat différent, c'est la définition classique de ce qui ne fonctionne pas. Et vous pouvez aussi faire ce travail en imagination. Vous pouvez essayer d'envisager et parler directement à cette personne. Et si quelque chose en vous se bloque complètement, que vous en oubliez même ce que vous voudriez lui dire, alors sachez qu'il existe une solution avec la médiation navette. Maintenant, une précision importante. Ces questions sont un point de départ, pas une recette. Parce que décider si la médiation navette est le bon format pour votre situation spécifique et comment la mettre en œuvre demande une analyse qui tient compte de votre histoire, de la nature de votre conflit, de ce qui est vraiment en jeu et du niveau de tension des deux côtés. C'est un travail qui ne peut pas se faire correctement seul. Et dans les conflits complexes, un regard extérieur expert change absolument tout. Alors, c'est ce que nous faisons chez Rezovco. Une analyse précise de votre situation pour identifier le format le plus adapté et vous accompagner dans un processus qui correspond à la réalité de ce que vous vivez. Alors, on a vu que le réflexe de forcer la discussion est ancré dans une croyance, vraie dans certains contextes, mais dangereuse dans d'autres. On a compris, grâce aux travaux de Gottman, le mécanisme du flooding émotionnel et pourquoi forcer une confrontation, quand ce mécanisme est actif, ne produit pas du dialogue, mais de la collusion. On a vu les 3 dommages concrets que le forçage produit. Position plus rigide, nouvelle blessure, érosion du capital confiance. Et on a découvert la médiation navette et pourquoi elle débloque ce que la confrontation directe a fermé. En désactivant le flooding, en permettant des concessions sans perte de face, en rééquilibrant les rapports de force et en créant l'espace pour que chacun s'entende penser.
Ce qu'a fait Jimmy Carter et ses équipes à Camp David en 1978 pour aboutir à un accord de paix historique, des médiateurs le font. En fait, dans des conflits d'entreprise, des héritages familiaux, des ruptures d'association, des situations de harcèlement au travail. Cela se fait, alors, c'est une habitude peut-être plus dans le monde anglo-saxon que là dans notre espace francophone. Mais néanmoins, ce format n'est pas réservé à la sphère anglophone ni aux grandes scènes de l'histoire. Ce format est disponible, accessible et fonctionne. Voilà, donc forcer la discussion, c'est courageux. Je comprends cette impulsion. L'envie d'affronter, de ne pas fuir, de ne pas laisser le conflit pourrir. Mais il y a une différence entre le courage et l'entêtement. Le courage, c'est de vouloir résoudre. L'entêtement, c'est de croire qu'il n'existe qu'un seul chemin pour y arriver. Parfois, le chemin le plus courageux n'est pas de forcer la rencontre, c'est d'accepter que cette rencontre, dans l'état actuel des choses, ne peut plus produire ce que vous voulez, et de choisir un autre format, plus intelligent, plus adapté, plus puissant. Un conflit n'est pas irrésoluble parce que vous ne pouvez plus vous parler directement. Il est irrésoluble seulement si vous refusez de changer le format qui ne fonctionne plus. Si vous sentez que votre conflit a atteint ce point où chaque tentative de discussion directe produit plus de dégâts qu'elle n'avance les choses, et dont vous ne savez plus comment aborder ça différemment, n'hésitez pas à nous contacter chez Rezovco. Nous proposons des accompagnements personnalisés en coaching et médiation, y compris en format navette, entièrement adaptés à la réalité de votre situation. Pour plus d'informations, www.rezovco.fr. Et si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle dans un prochain épisode, écrivez-nous. Vos questions nourrissent notre réflexion. C'était « Pourquoi forcer la discussion peut détruire vos chances de résolution ?» Un épisode d'Au cœur du conflit. Pour aller plus loin, retrouvez la transcription de cet épisode et d'autres ressources sur le site www.rezovco.fr. Merci de votre écoute. À très bientôt et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.rezovco.fr. Rezovco, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Rezovco.